Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de M'as-tu vu. Donc après une courte absence en fait qui était liée à des activités de cours particuliers et puis également à un travail sur une formation que je suis en train de réaliser sur les mathématiques et la physique-chimie de la terminale, donc à destination d'élèves qui sont en terminale. Donc ne m'en voulez pas trop, je vais essayer d'être plus régulier à partir de cette semaine, essayer de sortir des vidéos plus régulièrement en physique et en mathématiques et en chimie également. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du chapitre en première en fait de la quantité de matière. Nombre d'entre vous m'ont demandé de réaliser une vidéo d'un cours complet sur cette partie-là. Donc je voulais commencer par cette partie en chimie et puis ensuite dédier une vidéo séparée à tout ce qui est relation de Beer-Lambert, qui est également une notion très importante en chimie, que vous avez sans doute vu, que vous allez sans doute voir bientôt, puisque la plupart des professeurs, quand ils commencent la chimie, commencent par cette notion-là, la quantité de matière, et puis souvent ils enchaînent avec la constante de Beer-Lambert, et effectivement le chapitre qui va être dédié au dosage spectrophotométrique. D'accord, voilà. Donc la quantité de matière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle quantité de matière? Alors, tout simplement, je vais commencer par introduire la notion de la quantité de matière. Je vais ensuite parler de la masse molaire d'une espèce chimique, ce qu'on appelle la masse molaire. On va voir quelques formules qui vont être nécessaires pour calculer la quantité de matière ou pour la déduire, ou pour déduire d'autres paramètres dans des solutions telles que la masse, le volume, la masse volumique, ρ également, et puis on va voir également pour les gaz la relation qui va lier la quantité de matière au volume et au volume molaire. On va parler aussi de concentration, on va définir ce que c'est qu'une concentration d'une espèce chimique dans une solution. On va voir également la concentration molaire, et on va essayer également de voir en fin de cette vidéo, donc restez jusqu'au bout, un exemple d'exercice pour essayer en fait d'appliquer ce qu'on va voir dans ce cours-là. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vais essayer d'être efficace et d'aller droit au but. Donc pour commencer, je vais définir ce que c'est que la quantité de matière. Alors qu'est-ce qu'on appelle quantité de matière? La quantité de matière, c'est simplement une façon de quantifier, une mesure, un moyen, une façon pour donner le nombre ou quantifier le nombre de particules ou d'entités chimiques qui existent dans une matière. D'accord? Donc pour comparer par exemple en termes d'atomes, en termes de molécules, etc., des particules, il va falloir qu'on sache les mesurer et qu'on sache donner une mesure qui soit significative et qui soit représentative effectivement de cette notion-là de quantité en fait. Il va falloir quantifier. Donc pour quantifier une espèce chimique, donc par exemple une molécule, vous savez bien que par exemple une molécule, c'est une agrégation de plusieurs atomes, puisque une molécule, en fait, c'est le motif le plus simple, c'est le motif qui va se répéter et qui va caractériser la matière, d'accord? Il faut voir la molécule comme étant une espèce de motif qui est lui-même constitué d'atomes, d'accord? Donc d'atomes qu'on va avoir la possibilité de détailler par la suite dans d'autres cours, mais effectivement c'est la plus petite entité pour l'instant qui est elle-même bien sûr constituée d'autres entités, mais pour l'instant dites-vous que cette molécule elle va être constituée d'atomes, et donc effectivement la molécule elle va en fait être dupliquée, c'est un motif qui va être dupliqué pour constituer la matière. Donc pour pouvoir quantifier la matière qui va exister par exemple dans un verre d'eau, dans un verre d'H2O, d'accord, plutôt que de calculer le nombre de molécules H2O qui existent, d'accord, je rappelle que la molécule H2O, elle est constituée d'un atome d'oxygène qui va être lié à deux atomes d'hydrogène, d'accord. Donc plutôt que de quantifier en fait le nombre de ces molécules-là, puisqu'il va y avoir un nombre extrêmement important, je vais créer des paquets de H2O, d'accord? C'est-à-dire, en fait, plutôt que d'avoir comme unité rudimentaire
la molécule, je vais voir l'agrégation de molécules. C'est comme si j'avais un paquet de molécules en fait, et qui va être plus simple et plus comment dire, représentatif effectivement du nombre de particules qui existent, enfin de molécules qui existent. C'est comme si par exemple pour décrire la distance qui existe entre Paris et Marseille, initialement en fait quelle est la valeur qui va être représentative de cette distance là, je ne vais pas utiliser le centimètre pour calculer cette distance, bien que je puisse le faire, et effectivement comme c'est une distance elle peut très bien être décrite en centimètres, mais pour essayer d'avoir une idée plus claire et plus représentative de cette distance, je vais plutôt que de calculer cette distance en centimètres, je vais la calculer en kilomètres, d'accord? Donc le kilomètre, effectivement, c'est une nouvelle mesure qui va être multiple de la mesure initiale qui était le centimètre, par exemple, ou le millimètre. Donc en effet, ici, plutôt que de calculer la quantité de ces matières en nombre de matières, je vais créer un paquet, d'accord? Un paquet de molécules, d'accord? Et plutôt que de dire que je vais de quantifier la matière en molécules, je vais quantifier en mol. En fait, c'est le mol va devenir en fait, va représenter ce paquet-là. Et donc ce paquet, combien il contient? Combien contient ce paquet de molécules? Donc une mol, bah, ça contient en fait, une mol c'est un paquet, ça va contenir en fait 6,0,2 fois 10 puissance 23 molécules, d'accord? Donc il faut faire la différence entre mol et molécule. Donc une molécule c'est 6,02 fois 10 puissance 23, c'est-à-dire que j'ai 6 et à peu près 0,2 et 23 chiffres après, hein, 23 zéros, donc c'est extrêmement grand. Et effectivement, ça me permet de réduire cette unité rudimentaire et que ça va me permettre de faire des opérations, etc. et d'avoir un nombre, plutôt que de me trimballer avec 23, 24 chiffres pour décrire la quantité de matière, je vais pouvoir réduire d'un point de vue pratique, effectivement, la manipulation de cette quantité qui va mesurer la matière. Donc, ce nombre-là, 6,02 fois 10 puissance 23, c'est ce qu'on va appeler en fait la constante d'Avogadro. Donc, c'est la constante d'Avogadro qu'on va appeler Na. Et donc, Na représente 6,02 fois 10 puissance 23. Et en effet, ça va être en mol moins 1. D'accord? L'unité de la constante d'Avogadro et les données en mol moins 1. Et c'est ce qu'on appelle effectivement la constante d'Avogadro. Donc, qui va nous permettre effectivement d'agréger ces molécules dans une nouvelle unité de mesure qui va être plus représentative, d'accord? Parce qu'à cette échelle-là, il y a énormément, presque, j'allais dire une infinité, mais c'est un nombre très 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 important de molécules dans de la matière. Donc plutôt que de faire des opérations sur un nombre qui paraît être extrêmement grand, je vais pouvoir réduire ce nombre-là en définissant une nouvelle échelle et donc une nouvelle mesure. Voilà donc pour la définition de ce qu'on appelle une mole, ou ce qu'on appelle la quantité de matière. Donc maintenant, on va essayer de voir les différentes formules en fait, qui vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle la quantité de matière. Donc la quantité de matière, ce n'est rien d'autre que la quantité avec, en fonction de ce nombre, enfin de cette unité-là. D'accord? Donc par exemple, N c'est ma quantité de matière, c'est le nombre de particules, d'accord, divisé le nombre de molécules, de particules, peu importe, divisé par la constante d'Avogadro Na, d'accord? N sur Na, c'est ce qui me donne, en fait, ce qui me permet, en fait, de trouver la quantité de matière, c'est-à-dire par rapport à cette nouvelle entité, donc à chaque fois que j'ai une relation relative, c'est-à-dire par rapport à quelque chose, ici par rapport à Na, bah, le nombre, la quantité de matière, je vais diviser le nombre de particules par Na. Voilà, tout simplement. Par exemple, si j'ai... c'est quelque chose qui est valable dans n'importe quel domaine. Si j'ai par exemple 10 000 euros et je sais que par exemple, dans un euro, j'ai 100 centimes, d'accord? 100 centimes, donc je vais diviser, si j'ai un nombre en centimes, pour avoir en euros, je vais devoir diviser par 100, d'accord? Pour convertir du centime en euros,
tout simplement. Voilà, donc pour trouver cette quantité de matière, je prends le nombre de molécules que j'ai, et puis le nombre de particules, le nombre de molécules, et je le divise par Na, qui représente la taille d'un paquet. Et donc tout ceci va être effectivement calculé en mol, d'accord? C'est en mol. Donc ici, N, c'est le nombre de molécules, de particules, peu importe, d'entités chimiques. En fait, c'est pour ça que j'appelle entité chimique, parce que je peux calculer en fait la quantité en mol de n'importe quoi. Il suffit effectivement de diviser par Na. Et Na, effectivement, c'est la constante d'Avogadro qu'on vient de voir. Ok, très bien. Donc ça, c'est la première notion. Ensuite, la deuxième notion qui est très importante également, c'est ce qu'on appelle la masse molaire. Donc la masse molaire, c'est quoi la masse molaire? La masse molaire, c'est quoi? La masse molaire d'une espèce chimique, c'est la masse d'une mole d'entité, d'accord? Donc si on prend effectivement un paquet d'entités, donc une mole, qui va être contenue dans une mole, d'accord? Donc je rappelle que effectivement une mole, c'est 6,02 10 puissance 23 molécules. Et ben c'est quoi la masse de ce paquet de 6,023 molécules, d'accord? Donc la masse molaire, c'est la masse d'une mole, d'accord? Ok. Voilà, donc la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Très bien. Et voilà, donc effectivement, c'est la masse d'une entité fois Na, tout simplement. C'est une formule qu'il faut également avoir en tête. Donc pour calculer la masse d'une mole, donc la masse de cette mole-là, c'est la masse d'une petite molécule, donc d'une entité qui constitue la mole, fois le nombre de molécules, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on appelle M en fait, la masse d'une mole. Donc M égale à la masse d'une molécule, donc d'une entité chimique, d'accord? Peu importe, hein. Ça peut être en fait une mole d'euro, j'ai 6,023 fois 10 puissance 23 euros, et en fait la masse d'un euro. Enfin, globalement, c'est juste pour imager, mais ça peut ne pas forcément porter sur une molécule, mais je peux avoir une quantité de matière en mol d'autre chose. Mais bien sûr, en chimie, on va se cantonner à l'état molécule. Donc c'est la masse d'une molécule, donc, ou d'une entité, en général, multipliée par le nombre d'entités qui vont constituer une mole. Et c'est quoi le nombre d'entités qui va constituer une mole? C'est tout simplement Na, la constante d'Avogadro. Voilà donc la formule qui va me donner ce qu'on appelle la masse molaire. Très bien. Donc maintenant qu'on a défini la masse molaire, on va essayer de définir ce qu'on appelle la masse molaire atomique, d'accord? Ou la masse molaire moléculaire, d'accord? Parce que je peux calculer effectivement à l'échelle de l'atome, la masse molaire atomique, et je peux calculer à l'échelle de la molécule, la masse molaire moléculaire, bien que j'utilise plus souvent la masse molaire moléculaire. Donc la masse molaire atomique, tout simplement, c'est la masse d'une mole d'atome, d'accord? Donc la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome. C'est la masse d'une mole d'atome, d'accord? La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole de molécules. Moléculaire. La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une molécule.
d'une mole de molécules. C'est la masse d'une mole de molécules. Voilà donc pour cette définition d'une masse molaire. Voilà, on peut parler de masse molaire ionique pour les ions. On peut parler que ce soit des ions positifs ou négatifs, des cations ou des anions. On peut parler de masse molaire de n'importe quoi. Tout simplement, ça veut dire c'est la masse molaire, c'est la masse d'une mole d'entité. D'accord ? Peu importe cette entité, que ce soit une entité atomique constituée d'atomes, ou une entité moléculaire constituée effectivement de molécules. Donc maintenant, quel est le rapport entre la quantité de matière et la masse molaire? D'accord? C'est très important. Donc le calcul d'une quantité de matière. Calcul d'une quantité de matière. Comment je fais pour calculer la quantité de matière à partir, par exemple, de la masse molaire? Donc, en effet, c'est la première relation qu'il faut retenir, c'est que pour avoir la quantité de matière, il me suffit effectivement de diviser la masse de l'entité, en fait, de l'échantillon, par exemple, par la masse molaire, d'accord? Ou la masse molaire de l'espèce chimique. Donc ça, c'est une formule qui est très importante. Donc si j'ai un échantillon, d'accord, par exemple un échantillon ici constitué effectivement par exemple par exemple un verre d'eau, d'accord, tac, donc j'ai H2O ici, j'ai par exemple une masse que je vais appeler MH2O, la masse de H2O, et grand M, c'est la masse moléculaire d'une mole de H2O, d'accord? C'est la masse d'une mole de H2O. Donc, effectivement, pour calculer la quantité de matière, il me suffit de diviser petit m de H2O par grand M de H2O. Alors, il faut retenir ici, bien sûr, comme toujours, comme défini initialement, la quantité de matière est donnée en mol. La masse est donnée en grammes. Toujours en chimie, la masse est en grammes. Et donc ici, la masse molaire moléculaire, c'est en grammes par mol. D'accord? Gramme, mol moins 1, car effectivement, c'est la masse d'une mole, d'un paquet de molécules de H2O ici en l'occurrence. Et souvent, en fait, dans les exercices, effectivement, pour calculer la masse molaire moléculaire d'une entité chimique, ici par exemple de H2O, je peux déduire du tableau périodique les masses molaires atomiques en fait de la molécule, enfin des atomes qui constituent la molécule. Ici en l'occurrence, la molécule H2O, elle est constituée, comme on a vu précédemment, d'un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc sa masse molaire, la masse molaire moléculaire de H2O, c'est 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène plus la masse molaire atomique de l'oxygène. Et donc, ainsi, je peux calculer la masse molaire moléculaire de H2O. Et effectivement, ces quantités-là, la masse de l'hydrogène, la masse molaire de l'oxygène, vont se trouver dans le tableau périodique, en fait, ou dans l'énoncé de l'exercice. Et à partir de ces quantités-là, en fait, à partir de ces valeurs de MH et de MO, je vais pouvoir calculer la masse molaire moléculaire de H2O, de l'eau. Et ensuite, je vais pouvoir l'injecter dans le calcul de la quantité de matière, évidemment, si j'ai ma masse de l'échantillon. Et en l'occurrence, ici, c'est la masse de l'eau qui va se trouver dans ce verre. Voilà. Donc, alors, en effet, ici, le problème, qui n'en est pas vraiment un, mais la difficulté dans les exercices, c'est qu'effectivement, comme l'échantillon étudié est un liquide, la quantité de matière peut se calculer à partir de ce qu'on appelle la masse volumique, ρ. Parce que pour les liquides, en fait, la première caractéristique qui nous vient en tête, ce n'est pas la masse, mais c'est le volume, d'accord? Donc, comment est-ce que je peux établir une relation, un rapport entre la masse volumique, en fait, ρ, qui va décrire finalement le liquide, son volume et sa masse.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la masse volumique, ça c'est un rappel en fait de la seconde ou du collège. La masse volumique, c'est toujours un rapport, en fait, une constante qui va être inhérente au liquide en question ou à la matière sous forme liquide et qui va en fait être la masse divisée par le volume. D'accord ? Rho, c'est toujours la masse par le volume. Donc c'est une constante en fait qu'il faut retenir. Enfin, c'est un paramètre de ma matière sous forme liquide qu'il va falloir effectivement retenir. Et donc effectivement, à partir du moment où on a cette égalité ρ égale m sur v, donc pour déduire la masse de l'échantillon en connaissant seulement la quantité de matière et le volume, je peux déduire en effet, qu'est-ce que je peux déduire ? Je peux déduire la masse petit m en fait qui va être égale à ρ fois v, d'accord ? Petit m est égal à ρ fois v. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de cette égalité ? Je vous rappelle que initialement on vient de voir que petit n, la quantité de matière, c'est petit m divisé par grand M, donc je peux très bien remplacer petit m dans le cas d'un liquide par ρ fois v, n'est-ce pas ? Par ρ fois v divisé par grand M. Donc petit n devient ρ fois v divisé par grand M, et donc ça c'est la deuxième formule effectivement qui peut être facilement déductible, hein. Ce n'est pas une formule qui est compliquée, mais qu'il est toujours pratique de retenir, car elle me permet effectivement de réduire mon temps de réflexion, surtout quand j'ai la quantité de matière comme énoncé, en fait, comme valeur de l'énoncé de mon exercice, plutôt que d'essayer de la redémontrer, en fait. Il faut essayer directement de l'écrire en l'appliquant tout simplement. Donc petit n, c'est donné toujours en mol. La masse molaire moléculaire, c'est en mol, c'est en mol litre moins, c'est en litre, c'est en grammes par mol, pardon. Donc gramme mol moins 1. Le volume, bien sûr, il est toujours en litres ou en millilitres, enfin ça dépend. Il faut juste que, donc ici je vais le considérer en litres, ρ va être en grammes par litre, d'accord ? Donc effectivement, ici il faut faire attention parce que des fois, en fait, le volume il est donné en millilitres. Donc si le volume est donné en millilitres, le ρ doit être en grammes par millilitre, d'accord ? Si le volume est donné en litres, ρ doit être en grammes par litre. Donc tout dépend de l'exercice. Je sais que certains professeurs, effectivement, donnent cette relation, cette égalité, en prenant compte ρ avec l'unité gramme millilitre, voilà, gramme par millilitre, et le volume en millilitres. D'autres profs donnent cette formule en considérant que la masse volumique va être en grammes par litre et le volume en litres. Mais les deux sont équivalentes en fait. Donc ici, si on a en grammes par litre et le volume en litres, il va falloir toujours convertir. Si c'est en millilitres également, convertir aussi. Il faut juste s'assurer que si ρ est en grammes par litre, le volume doit être en litres. Voilà donc pour cette partie de calcul de la quantité de matière en fonction de la masse volumique, du volume et de la masse molaire. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut retenir ici avant de passer donc à la suite, à savoir la définition de ce qu'on appelle la concentration dans une solution et comment on peut trouver un rapport entre la concentration d'une solution et la quantité de matière. Alors, la concentration d'une espèce chimique en solution. Alors, qu'est-ce qu'on appelle concentration d'une espèce chimique ? La concentration d'une espèce chimique. Alors, c'est simple. La concentration, en fait, c'est ce qu'on va appeler le nombre, en fait, la quantité de l'espèce chimique par rapport au volume de la solution dans laquelle elle se trouve. D'accord ? Donc, on a deux types, en fait, de concentration. Donc, la première concentration, c'est la concentration massique ou en masse d'une espèce en solution.
Alors, la concentration en masse d'une espèce en solution, c'est tout simplement effectivement Cm, ce qu'on va appeler Cm, la concentration en masse, Cm, qui est égal en fait à la masse du soluté, d'accord, de ce qu'on va dissoudre, sur la masse, sur le volume, pardon, sur le volume, la concentration c'est toujours une masse sur le volume de la solution. D'accord? C'est la masse du soluté divisée par le volume de la solution. Masse du soluté divisée par le volume de la solution. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la concentration massique ou la concentration en masse. Bien sûr, les unités ici, bah, ça va être le gramme pour la masse du soluté. Et ici, ça va être effectivement le litre. Et donc cette masse-là, elle sera donnée en grammes par litre. Gramme, litre, moins 1. D'accord? Le deuxième type de concentration d'une espèce chimique dans une solution, c'est la concentration en quantité de matière. D'accord? La concentration en quantité de matière. En quantité de matière, et donc effectivement, comme son nom l'indique, en fait effectivement je peux facilement déduire la formule. C c'est la concentration, c'est la quantité de matière du soluté, de ce qu'on va dissoudre en fait, sur le volume de la solution. D'accord? La quantité de matière du soluté divisée par le volume de la solution. Donc voilà, en effet pour les unités, donc la quantité de matière c'est toujours en mol, donc vous vous souvenez, c'est ce qui permet de quantifier la matière en termes de nombre, en fait la dénombrer, et le volume de la solution, bah, c'est un volume qui va être donné en litres effectivement, et donc la concentration va être en mol par litre, mol litre moins 1. Voilà. Donc maintenant, les amis, comment est-ce qu'on peut trouver une relation effectivement entre les deux concentrations, c'est-à-dire la concentration en masse ou la concentration massique et la concentration en quantité de matière? Comment est-ce que je peux obtenir cette relation-là? D'accord? Donc, quelle est la formule qui me permet de passer de l'une à l'autre? Eh bien, si vous voulez, on va essayer de déduire en fait ou de démontrer cette relation qui existe entre les deux. Donc ce qu'on vient de voir ici, c'est que la concentration c'est N du soluté divisé par le volume de la solution. Ce qu'il ne faut pas oublier effectivement, c'est que N, la quantité de matière du soluté, si je veux exprimer la masse, c'est la masse du soluté, d'accord, divisé par grand M. D'accord? Grand M, effectivement, c'est la masse molaire moléculaire du soluté. Et effectivement, si je remplace ici par petit m, si je remplace N soluté par petit m soluté divisé par grand M, dans l'expression de la masse molaire en quantité de la concentration en quantité de matière, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens C égale à M soluté divisé par V, d'accord, fois M, d'accord, ou M fois V, M fois V de la solution. Tout simplement, j'ai remplacé petit m sur grand M, et le V de la solution qui était déjà présent, effectivement, il va récupérer le grand M qui est là. Et donc, qu'est-ce que ça me permet de déduire, tout ça? Ça me permet en fait ça me fait apparaître un M soluté divisé par V de la solution. Et ça, c'est quoi? M soluté divisé par V par le volume de la solution. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. M soluté divisé par V de la solution, c'est Cm, c'est la concentration massique. Donc qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que C, la concentration de quantité de matière, bah, ça va être la concentration massique divisée par la masse molaire moléculaire, ici.
grand M. D'accord? C'est une formule qu'il faut apprendre. Donc ici, cette concentration, elle va être en mol par litre. Cette concentration-là, ça va être en quoi? On l'a vu tout à l'heure. Elle va être en grammes par litre. Et la masse molaire, c'est en quoi? C'est tout simplement en grammes par mol. Tac. Mol moins 1. Et donc, ça me permet d'avoir la concentration dans une solution en quantité de matière liée à la concentration dans une solution en masse. Voilà donc pour cette notion de concentration. Donc on va voir la dernière partie de ce cours en fait qui concerne la quantité de matière et sa liaison ou son rapport avec ce qu'on va appeler avec le volume, et ça concerne effectivement ici des matières qui vont être sous forme gazeuse, donc pour des gaz. Comment est-ce que je peux déterminer la quantité de matière de ces éléments gazeux? Donc, alors, le volume molaire d'un gaz parfait. Donc, je vais commencer par définir ce qu'on appelle le volume molaire d'un gaz parfait. Alors, le volume molaire d'un gaz parfait. Alors, un gaz est parfait si les molécules qui le composent sont considérées ponctuelles, s'il n'existe aucune interaction entre elles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, un gaz, quand on a de la matière dans un état gazeux, ça veut dire qu'en fait, chaque molécule qui constitue le gaz va être considérée comme étant ponctuelle et qu'on va négliger, en fait, on va considérer inexistante toute interaction qui se trouve entre les molécules qui constituent le gaz. D'accord? Donc, le volume molaire d'un gaz parfait représente le volume occupé par une mole, d'accord, de gaz parfait. Donc, effectivement, ici, le volume occupé, c'est-à-dire c'est le volume, c'est-à-dire la région de l'espace occupé par ce gaz, c'est le volume d'un paquet, en fait, constitué d'une mole, d'accord, de 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Donc ça, c'est le nombre de particules. Le volume d'une mole. Donc le volume d'une mole, d'une molécule, le volume d'une mole, c'est effectivement le volume molaire moléculaire. Voilà. Donc, le volume molaire, en fait, ne dépend pas de la nature du gaz parfait, mais il dépend de la température et de la pression. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi noter, c'est que le volume d'une mole, en fait, ou le volume molaire en général, ne va pas dépendre de la nature du gaz, d'accord? Il ne va pas dépendre de la nature des particules ou des molécules qui vont constituer le gaz. Mais il va dépendre seulement de, d'accord, dépend de quoi? De la température et de la pression. D'accord? C'est la température et la pression qui vont conditionner le volume molaire. Donc, une mole de gaz parfait occupe un volume égal, en général, donc c'est une constante, égale à 22,4 litres dans les conditions normales de température et de pression. D'accord? Dans les conditions normales de température et de pression, normale de température et de pression, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, une mole de gaz va occuper 22,4 litres. Donc le volume molaire, en fait, c'est 22,4 litres par mole, par molécule. Chaque molécule va occuper 22,4 litres. D'accord? Donc, ici, je viens d'évoquer les conditions normales. Donc, les conditions normales de température et de pression. C'est quoi ces températures normales? Pour votre information, c'est
une température qui va être égale à 0 degré Celsius, d'accord? Donc la température dans les conditions normales, c'est 0,4, pardon, c'est 0, pardon, pas 0,4, c'est 0 degré Celsius, et la pression, bah, c'est une atmosphère. Donc, quand j'ai ces deux conditions-là, bah, peu importe finalement la composition du gaz, il va occuper 22,4 litres par mol. D'accord? Chaque mol du gaz va occuper 22,4 litres. D'accord? Voilà, donc enfin, la définition du volume molaire. Maintenant, quel est le rapport qui va exister entre la quantité de matière du gaz, la quantité de matière, donc N, donc là c'est une mol, mais pour N, grand N mol, quelle est la quantité de matière, petit n. Donc N, la quantité de matière du gaz, c'est égal au volume du gaz, d'accord, divisé par le volume que va occuper une mole de ce gaz-là. Et donc en l'occurrence, c'est le volume molaire. Donc, bien sûr, la quantité de matière est donnée et mesurée en mol. Le volume du gaz est mesuré en litres. Et le volume molaire, comme on vient de le voir, bah, c'est 22,4 si je me trouve dans les conditions normales. Je peux ne pas me trouver dans les conditions normales, hein, ça peut être, c'est une possibilité. Donc auquel cas, cette quantité-là ou cette valeur est donnée dans l'énoncé. Mais si je suis dans les conditions normales, bah, je suis 22,4. Effectivement, l'unité, c'est litres par mol, ce qui me permet d'avoir ma quantité de matière en mol. Donc c'est également une formule à apprendre et à retenir. Donc on a vu pas mal de formules. On a vu dans cette vidéo comment on détermine ce que c'était que la définition effectivement de la quantité de matière, comment on pouvait appréhender cette notion-là, à partir effectivement de la constante d'Avogadro, donc qui va représenter le nombre de particules, donc d'entités chimiques, que ce soit des molécules ou des atomes, dans ce paquet, la possibilité effectivement de donner la quantité de matière en fonction de grand N et de Na, la masse molaire, quelle est la définition, d'accord? C'est la masse de l'entité fois le nombre d'éléments qui vont être présents dans cette entité qui va représenter un mol qui est donc Na. On a également vu la masse molaire moléculaire, donc comment je la calcule la masse molaire moléculaire en fonction des atomes qui vont constituer la molécule. On a vu le calcul de la quantité de matière en fonction de la masse et de la masse moléculaire, donc petit n égale m divisé par grand M. On a vu la masse volumique et le rapport qui existe entre la masse volumique, la masse, le volume et la quantité de matière. Donc la fameuse formule qui est très utilisée dans les exercices, petit n égale ρ fois V divisé par grand M. On a parlé de concentration d'une espèce chimique. Alors les deux types de concentration, soit la concentration en masse, donc, ou la concentration massique, qui va représenter la masse de ce qu'on va dissoudre sur le volume de la solution. Et puis on a vu également la concentration en quantité de matière, qui me permet d'avoir la densité, enfin le nombre de particules en quantité de matière qui va se trouver dans une solution, dans un volume donné. Et on a vu la relation qui existe entre les deux concentrations, concentration en quantité de matière, concentration massique. On a vu également ce qu'on appelle le volume molaire d'un gaz parfait, ce que c'était que la définition d'un gaz parfait, les hypothèses qu'on prenait pour définir un gaz parfait, que sont effectivement que chaque particule est ponctuelle et qu'il n'y a pas d'interaction entre les particules. On a vu que empiriquement, mais c'est une constante qu'il va falloir considérer comme en tant que telle dans les exercices, que quand je me trouve dans des conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire une température avoisinant les 0 degrés et une pression à une atmosphère, le volume molaire, peu importe le gaz, une mole de n'importe quel gaz dans ces conditions-là va occuper un volume de 22,4 litres. Et on a vu la relation qui va exister entre la quantité de matière et le volume molaire, ainsi que le volume du gaz. Donc ce sont des relations, des formules qu'il va falloir apprendre pour pouvoir ensuite les appliquer dans les exercices. Et je vous propose en fait
un exercice pour clôturer cette vidéo de cours qui va porter cette fois-ci sur la concentration, qui est quelque chose en fait de très répandu et de très récurrent dans les interrogations, même les exercices de cours, parce que ça permet de balayer un peu pas mal de notions effectivement dans les solutions, dans la quantité de matière, le calcul, le volume, la masse volumique, etc. Donc je vous propose un petit exercice pour finir, ça vous permettra de valider vos connaissances et que vous avez bien suivi ce cours, qui portera sur la concentration. Alors, les amis, l'exercice que je vous propose qu'on fasse ensemble, c'est l'exercice qui vient de s'afficher juste au-dessus de ma tête. Et en fait, il s'agit d'un exercice qui va porter sur une préparation d'une solution. Donc, comme vous pouvez le voir, avec une pipette jaugée, un élève prélève un volume V1 égal à 10 ml d'une solution d'acide chlorhydrique, de concentration en quantité de matière C1 égale 2 mol par litre. Donc, il introduit ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume V2 250 ml, puis complète au trait de jauge avec de l'eau distillée et agite la fiole pour homogénéiser. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un volume initial en fait qui va être incorporé, donc un volume de 10 ml, d'accord? Hop, donc le volume ici, c'est V1 égale à 10 ml. D'une solution d'acide chlorhydrique de concentration, je connais la concentration de cette solution qui est de 2,0 mol litre moins 1, donc concentration en quantité de matière, d'accord. Il introduit ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume V2 250 ml, d'accord, hop, puis complète au trait de jauge avec de l'eau distillée et agite la fiole pour homogénéiser. C'est-à-dire que le volume final, en fait, après qu'il est complété, en fait, avec de l'eau distillée, ça va être V2 égale à 250 ml. D'accord? Donc, ici, c'est ça les données, en fait, principales qu'il faut noter. Donc, V1, le volume initial qu'il va introduire dans la solution finale, qui est de 10 ml. La concentration initiale de 2 mol par litre. Et puis, on a le volume final, donc, qui va être effectivement le volume initial qui était déjà présent, plus qui va être incorporé, plus l'eau distillée, en fait, qui va être ajoutée, pour finalement obtenir un volume final de V2 250 ml. En effet, qu'est-ce qui va se passer ici? Effectivement, ce qui va se passer, c'est que les molécules de l'acide chlorhydrique qui était présente ici dans la solution initiale vont se trouver effectivement dans un volume plus grand. Donc leur concentration en quantité de matière va forcément diminuer, d'accord? C'est comme si effectivement on avait deux personnes qui habitaient dans un petit appartement de 30 mètres carrés, dans un studio par exemple. Si effectivement ils déménagent dans un grand appartement, une maison qui fait 200 mètres carrés, bah, la concentration en habitants, bah, effectivement, elle va baisser puisqu'il y aura plus de volume et in fine, le nombre de personnes est toujours le même. Donc c'est un peu pareil ici, le nombre de particules, enfin de molécules d'acide chlorhydrique ne change pas après l'adjonction dans la solution constituée d'eau distillée. Et en effet, donc, comme cette quantité reste la même, donc la concentration va baisser forcément. Donc, comment on appelle la manipulation réalisée par l'élève? Donc déjà, ici, c'est une dissolution, c'est-à-dire que je vais dissoudre la première solution dans la deuxième. Donc, il n'y a pas de difficulté pour la première question. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est de calculer la nouvelle concentration. Dans la question 2, il nous est demandé de calculer la nouvelle concentration que je vais appeler C2. D'ailleurs, ils ont appelé également C2. Après l'agitation, d'accord? Donc cette concentration effectivement qui a baissé, comment la calculer? Donc, comment on raisonne dans ce genre de situation? Ben, c'est simple. Ce qui s'est passé effectivement, la quantité de matière avant est égale à la quantité de matière après. Le couple qui était dans un petit appartement qui a déménagé dans une grande maison est toujours constitué de 2 personnes. Donc la quantité de matière est toujours la même. Il y a toujours autant de molécules d'acide chlorhydrique avant et après. D'accord? La seule chose qui a changé, c'est que l'environnement n'est pas le même, le volume est plus important, et donc la solution, en fait le solvant, qui est l'eau ici, est
est plus important en matière de volume, en termes de volume. Donc N initial, c'est égal à N final, d'accord? Quand je dis N, c'est la quantité de matière de l'acide chlorhydrique avant est égale à la quantité de matière de l'acide chlorhydrique après, d'accord? Quantité de matière, alors, hop, ne change pas. Puisque la quantité de matière ne va pas changer, alors, quelle est la relation effectivement ici? Qu'est-ce qui nous est demandé? Il ne faut jamais oublier l'objectif, c'est C2. Donc, je cherche une relation qui va lier la quantité de matière avec la concentration. Donc, il n'y a pas 10 000 relations qui vérifient cette dépendance entre la concentration et la quantité de matière. C'est la définition, la formule qui me donne C en fonction de N. Donc, je sais que la concentration, c'est N divisé par V. La quantité de matière divisée par V, donc je peux en déduire que la quantité de matière en général, c'est C multiplié par V, d'accord? Donc N initial, c'était la concentration initiale de l'acide chlorhydrique multipliée par le volume initial, qui est donc égal à la concentration N finale, c'est quoi? C'est la concentration finale, donc c'est C2, multiplié par le volume global, qui est V2. Donc qu'est-ce qui me manque ici? Qu'est-ce que je dois calculer impérativement, que je ne connais pas? C'est effectivement cette concentration C2. Donc pour avoir cette concentration C2, je dois me débarrasser du volume V2. Et pour me débarrasser du volume V2, comme la relation qui lie C2 et V2 est une multiplication, je dois diviser par V2. Donc je peux déduire que C2 est égal à C1 fois V1 divisé par V2. Donc une fois que j'ai trouvé cette relation, j'insiste vraiment auprès de mes élèves d'exprimer d'abord l'entité chimique avant de faire l'application numérique, c'est essentiel, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur, et si jamais on se trompe, effectivement, si on n'explicite pas la formule ou l'expression de la concentration qu'on cherche en fonction des autres paramètres de l'énoncé, si je me trompe dans un calcul, je perds toute la note, d'accord? Tandis qu'ici, j'ai déjà prouvé au professeur, au correcteur, que je sais comment obtenir C2. Et donc, effectivement, si je me trompe après dans un calcul, ou j'oublie par inadvertance ou manque de concentration une virgule, une puissance ou quoi que ce soit, une conversion, peu importe, je ne perds pas toute la note. Donc, il est toujours essentiel d'expliciter la formule, l'expression, effectivement, du paramètre que je veux trouver, en fonction des autres paramètres, avant de me lancer dans le calcul. Donc effectivement, ici C2, donc pour calculer, c'est C1 qui est donné, donc qui est égal à 2 moles par litre, donc j'ai la concentration mol par litre. V1, ici le volume initial, donc c'est 10 millilitres, là il faut faire attention, le 10 millilitres je dois convertir en litres, donc pour passer du millilitre au litre, je multiplie par 10 puissance moins 3, et ensuite je dois diviser par le volume 2 qui est égal à 250 millilitres, que je dois également convertir en litres. D'accord? Donc je multiplie par 10 moins 3. Ici, il n'y a pas de souci. Même si j'oublie de convertir V1 et V2 en millilitres, de toute façon, ça va se simplifier. Et donc, je vais finalement obtenir tout simplement 20 divisé par 250, qui est égal à 2 divisé par 25. Et donc, à l'aide de ma calculatrice, je trouve un résultat qui va être égal à donc 2 divisé par 25. J'obtiens 0,08. Donc 2,08 mol par litre. Donc 0,08 mol litre moins 1. Voilà, donc ça c'est C2. Et c'est rassurant, pourquoi? Parce qu'effectivement C2 est inférieur à C1. C'est-à-dire que la concentration est inférieure, comme on avait expliqué, comme le volume est plus important, la quantité de matière n'ayant pas changé, forcément la concentration elle ne va faire que faiblir en fait. Donc ça va être plus faible, et donc c'est cohérent avec ce qu'on avait initialement C1, C2. Si j'avais trouvé quelque chose de plus supérieur à la concentration initiale, à ce moment-là, je me serais posé des questions. Ici, en l'occurrence, c'est inférieur, largement inférieur à la concentration initiale. Voilà donc pour cet exercice. Bon, n'hésitez pas
à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis, vos proches, à taguer vos amis qui pourraient peut-être avoir besoin de secours. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter, liker, activer la cloche. Ça m'encourage. Et puis vos commentaires me permettent aussi de traiter des sujets en fait qui vont vous être utiles. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions, enfin à commenter avec des questions si jamais il y a des points qui ne sont pas clairs ou que vous aimeriez que je développe dans des vidéos prochaines. Et puis d'ici là, je vous laisse faire tout ça, commenter, liker, me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.